Avatar le dernier maître de l'air, c'était mon banger quand j'étais gosse. Ce qu'il y a de plus fou avec cette série, c'est que beaucoup des pouvoirs qu'on retrouve dans son monde semblent réels car un vrai travail scientifique a été réalisé sur l'œuvre. Je vais vous prouver aujourd'hui que le monde d'Avatar n'est pas que fiction, que la maîtrise des éléments est réalisable et réaliste si on fait appel à des principes scientifiques de notre monde. Livre 1. L'eau. On va étudier la maîtrise de l'eau, mais avant, un petit point récap s'impose. Le monde d'Avatar est constitué de 4 peuples, les nomades de l'air, le royaume de la terre, la nation du feu et les tribus de l'eau. Au sein de chacun de ces peuples, il existe des individus ayant le pouvoir de manipuler un élément. L'air, la terre, le feu et l'eau. Ces individus sont des maîtres élémentaires, la maîtrise d'éléments étant un mélange d'un art martial ancien et d'une compétence liée aux éléments. L'art martial ancien qui inspire la maîtrise de l'air par exemple, c'est le Bagwazang. Pour la terre, c'est le Hungar, le feu c'est le Kung Fu Shaolin, et l'eau le Tai Chi. Chaque maître ne peut maîtriser qu'un seul élément. Cependant, il existe un individu qui se réincarne et traverse le temps. Il est le seul capable de maîtriser les 4 éléments. Cette personne, c'est l'Avatar, l'incarnation d'un gros esprit de lumière chargé de maintenir l'équilibre entre les 4 nations et la paix dans le monde. Quand le dessin animé commence, nous faisons la rencontre de Aang, un maître de l'air de 12 ans, ou plutôt 112 ans. Oui, car il a été enfermé dans un caillou de glace pendant 100 ans, et qui vient d'être désigné comme le prochain Avatar. Le poteau, il est censé faire sa rentrée en 5ème, débuter son cycle 4 et faire des mathématiques avec Madame Pignouf, mais non, là son rôle consiste littéralement à sauver le monde. On lui explique que la Nation du Feu projette d'étendre son empire sur les autres nations et peuples. L'objectif de la Nation du Feu est simple, le pouvoir, et ils ne l'obtiendront qu'en déclenchant une guerre et en détruisant tout ce qui se trouve sur leur chemin. Pour sauver le monde de la Nation du Feu, Aang ne dispose que de quelques mois pour maîtriser les 4 éléments. Une grande partie de la maîtrise des éléments est magique, c'est vrai, mais c'est une magie qui a du sens. Par exemple, les maîtres de l'eau avancés peuvent manipuler le corps humain parce que comme vous le savez sûrement, le corps humain contient beaucoup d'eau. Les maîtres de la terre avancés, eux, peuvent plier et déformer le métal à cause des dépôts minéraux cachés au plus profond du métal. À chaque fois, il y a une certaine logique. On va rentrer plus en détail dans la maîtrise de l'eau. Comment peut-on maîtriser l'eau comme Katara en utilisant simplement la science du monde réel? D'ailleurs, Katara débat parallèle ou... Non, bon, je me calme. Si on oublie l'aspect art martial, on doit se poser quelques questions de science. Quelle force pourrait faire bouger l'eau de cette manière? Ou la transformer en glace, ou encore générer des vagues? Le dessin animé nous dit dès le début que certaines forces célestes ont quand même un impact énorme sur la capacité de maîtrise, surtout quand il s'agit de maîtrise de l'eau et du feu. Nous avons appris plus tôt dans la série que les maîtres du feu ont pu dominer toutes les autres nations parce qu'ils ont puisé leur puissance à partir de la comète de Sozin. Une comète enflammée qui est passée près de la Terre et qui a conféré son énergie flamboyante à la nation du feu. Notre héros, Aang, est contraint de s'entraîner aussi rapidement que possible pour acquérir ses pouvoirs d'avatar, parce que la comète de Sozin est en train de revenir, donnant à la nation du feu tellement de puissance que même l'avatar ne pourra pas l'arrêter. De manière similaire pour la tribu de l'eau, nous avons appris que leurs pouvoirs sont plus forts pendant la pleine lune. Ah ouais, hein. Ouais, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il te faut aller, hein. Les maîtres de l'eau tirent leur puissance de la lune, et c'est quasiment la pleine lune ce soir. Katara précise elle-même que les pouvoirs des maîtres de l'eau sont plus forts pendant la nuit. J'avais remarqué que je maîtrisais mieux l'eau la nuit. Nous avons également appris que les éclipses ont l'effet inverse sur les maîtres. Les maîtres du feu et de l'eau perdent complètement leur pouvoir lorsque le soleil ou la lune sont respectivement éclipsés. Cette information seule nous donne des informations clés sur la science qui se cache derrière la maîtrise. Pour la maîtrise du feu, il semble que le rayonnement solaire joue un rôle crucial dans leur pouvoir, puisqu'ils perdent leur pouvoir lorsqu'il y a une éclipse solaire. Pour les maîtres de l'eau, une éclipse lunaire va bloquer entièrement leur pouvoir. Mais ça, c'est évidemment en théorie. Maintenant, si on se pose et qu'on réfléchit 2 minutes, la lune n'émet pas de rayonnement solaire à proprement parler. Par contre, elle exerce une autre force majeure sur la Terre, la gravité. La gravité de la Lune est en fait ce qui va influencer les mouvements de l'eau sur Terre. En premier lieu, sous forme de marée océanique et de courant, tous causés par l'eau qui se balance sur la surface de la Terre, attirés littéralement vers l'extérieur par la gravité de la Lune d'un côté, puis qui se contrebalance du côté opposé de la Terre, créant effectivement ces renflements de chaque côté du monde où les marées hautes sont, tandis que toute l'eau au milieu est aspirée, créant des marées basses. Dès les premiers épisodes, Aang et Katara sont capables de jouer avec l'eau, grâce à ce concept de marée qui leur permet de créer des vagues pour remporter leurs ennemis, tout en partant de l'idée fondamentale que les marées sont contrôlées par la gravité de la Lune. Je me moque tout le temps de la gravité. La gravité. Ce qui nous permettrait à nous, apprentis maîtres de l'eau, de manipuler cet élément à notre guise, c'est pas le tai chi ou des danses comme dans Avatar, hein, mais plutôt les pouvoirs de l'électromagnétisme. Il faut savoir que l'eau est électriquement conductrice. Ce n'est pas l'eau elle-même qui est électriquement conductrice, c'est en fait les sels qui se trouvent dans l'eau. C'est la raison pour laquelle vous ne nagez pas pendant un orage avec des éclairs, ou ne laissez pas vos sèche-cheveux traîner dans une baignoire.
C'est parce que les sels présents dans l'eau sont super conducteurs, et que la foudre ou l'électricité provenant de votre prise murale adore s'y propager, et par conséquent, passeront également à travers vous si vous vous trouvez à nager dedans. Résultat, vous finirez en Big Barbuck. Charger électriquement de l'eau ne va pas aider à la faire bouger comme dans Avatar, ça va juste la rendre plus dangereuse. C'est pourquoi la maîtrise de l'eau nécessite également la partie aimant de l'électromagnétisme. Si quelqu'un vous demandait si l'eau est magnétique, la plupart d'entre vous diraient non, on est d'accord. Elle ne contient aucun type de fer ou de métal et ne semble pas vraiment faire quoi que ce soit quand je passe mon aimant à travers. Mais en réalité, c'est pas tout à fait vrai. T'en penses quoi derrière ton écran? La vérité, c'est que l'eau est en fait diamagnétique, ce qui signifie que tout champ magnétique, qu'il soit positif ou négatif, va repousser l'eau. Donc si vous approchez un aimant de l'eau, vous verrez que l'eau est très légèrement manipulée par l'aimant, comme si elle se courbait. Cette dernière est repoussée par le champ magnétique. Pour vous montrer ça, on va prendre 2 bouteilles qu'on va remplir de manière égale en eau. Et pour que ce soit plus visible, on va mettre un colorant qui va clairement rien changer à l'eau, c'est juste pour mieux voir. Ces bouteilles d'eau, on va les accrocher aux extrémités de ce cintre qu'on va lui-même suspendre en l'air. On va prendre un aimant et le rapprocher de l'eau contenue dans les bouteilles. Ce qu'on peut constater, c'est que le champ magnétique repousse l'eau et la manipule, ce qui fait bouger ici la bouteille et donc le cintre. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'avec un ou plusieurs aimants, on peut carrément créer des tornades. Oui, des tornades. Donc théoriquement parlant, un maître de l'eau pourrait faire exactement la même chose en créant des champs électromagnétiques suffisamment forts pour repousser l'eau loin de lui, créant tous les mouvements impressionnants qu'on voit dans la série. Si vous êtes physicien, cette explication peut vous paraître assez simpliste, mais pour nos besoins, elle explique en fait beaucoup de choses que nous voyons se dérouler dans la série. Les maîtres de l'eau touchent rarement l'eau pendant qu'ils la maîtrisent, ce qui a du sens car l'eau est toujours repoussée par eux. Et les courbes et formes complexes que vous voyez se faire sont créées par le champ électrique appliqué à l'eau. Les molécules d'eau ont généralement une petite charge électrique négative. Donc en créant des petits champs électriques qui sont également négatifs car les charges similaires se repoussent, les maîtres de l'eau pourraient théoriquement rediriger le flux de l'eau en cours de route, créant des tourbillons, des lances, des bulles et j'en passe. Bon, il y a aussi un peu de magie dans tout ça, on reste dans une fiction, mais t'as compris l'idée. Les premiers mouvements de la maîtrise de l'eau se concentrent sur l'établissement d'un champ électromagnétique pour des formes simples. Mais une fois que le maître apprend à contrôler les champs avec plus de précision, il peut réaliser des lances d'eau et d'autres dingueries zinzinesques. D'ailleurs, l'électricité, la charge et la redirection, on trouve tout ça dès le début du dessin animé. Par exemple, dans l'épisode La Tempête de la saison 1. Nous assistons à notre première redirection de la foudre lorsque l'oncle Hiro sauve le bateau de Zuko d'une décharge électrique. Nous découvrons plus tard qu'il a appris cette capacité en étudiant la philosophie de la maîtrise de l'eau, c'est-à-dire en étudiant les champs électromagnétiques qui pourraient être créés dans l'air pour repousser les particules de foudre rechargées et les éloigner de leur cible. La technique que je suis sur le point de t'enseigner, je l'ai découverte en observant les maîtres de l'eau. Il nous dit que c'est un peu comme la philosophie du Tai Chi, qui a inspiré la maîtrise de l'eau, mais nous, on connaît la vérité. Le secret de la maîtrise de l'eau, c'est l'électromagnétisme. Après Hiro, on verra ensuite beaucoup d'autres maîtres du feu utiliser cette technique, soit pour rediriger, soit pour créer de la foudre à partir de leurs mains. Tout repose sur le principe de générer un courant électrique et de le diriger à travers l'air. Tout ça peut nous permettre d'expliquer les aspects les plus étranges de la maîtrise de l'eau, y compris la maîtrise divine que nous voyons chez la tribu des marais brumeux, la manipulation humaine ou encore la purification de l'eau. Les plantes et les personnes sont composées d'une grande quantité d'eau et peuvent toutes deux être manipulées en utilisant des champs électromagnétiques. Créez un champ suffisamment fort et vous pouvez courber une vigne en courbant toute l'eau à l'intérieur de celle-ci. De la même manière, vous pouvez courber une personne si toute l'eau dans ses organes et dans son flux sanguin est tirée dans une direction. Nous voyons quelques maîtres de l'eau faire perdre connaissance à des gens en utilisant la maîtrise de l'eau, vraisemblablement en empêchant l'eau, qui transporte tout le sang, d'atteindre le cerveau. Le poteau il est KO, le poteau il est fatigué, il a envie de dormir. Mais laissez-moi dormir, Zampi. En ce qui concerne d'autres techniques obscures de la maîtrise de l'eau, comme la purification de l'eau, vous savez que bien que l'eau soit une molécule polaire, beaucoup de ses contaminants ne le sont pas. Les huiles et les saletés sont toutes composées de carbone, ce qui signifie qu'elles ne feront pas grand chose dans un champ électromagnétique. On bat les couilles, frère. Ainsi, les maîtres de l'eau sont capables de séparer l'eau des impuretés, la dépolluant profondément et la rendant potable. L'eau c'est franchement l'élément le plus cheaté du dessin animé. Il s'offre quand même 4 sous-maîtrises: la guérison, les plantes, le sang et si on peut la considérer comme telle, la glace. Et justement, parlons de la glace. Les techniques de maîtrise de l'eau les plus avancées impliquent des changements de phase significatifs entre les états de la matière de l'eau, notamment liquide et solide, eau à glace et vice versa. Les perceuses de glace, la luge de glace, la rampe de glace ou encore El Famoso pas de la brume qui consiste à marcher sur des petits bâtons de glace sont toutes des techniques des maîtrises de l'eau qui ne peuvent pas être expliquées par des champs électromagnétiques. Ou peut-être qu'en réalité si. Les techniques que nous avons étudiées pour le moment impliquaient de manipuler le mouvement de grands groupes de molécules d'eau afin de constituer des flaques, des vagues et j'en passe. Mais que se passerait-il si nous voulions manipuler le mouvement à une plus petite échelle? En chimie et en physique,
on étudie la thermodynamique, et on découvre qu'à l'échelle moléculaire, l'idée de température n'est que mouvement. Pour résumer ça, si les molécules se déplacent beaucoup et rapidement, on perçoit ça comme du chaud, et si elles se déplacent peu et lentement, comme du froid. Pour mieux comprendre, voici un exemple avec un bol de potage. S'il est chaud, c'est que les molécules dedans se déplacent beaucoup et vite. S'il est froid, c'est qu'elles ont un peu la flemme de bouger. C'est pareil avec l'eau sous sa forme la plus pure et la glace. Les molécules d'eau liquide bougent, s'écoulent, gigotent et vivent leur vie. Mais les molécules de glace, elles, sont verrouillées ensemble dans une structure de réseau cristallin, tout comme les flocons de neige. Il y a encore un tout petit peu de mouvement là-bas, comme si elles pouvaient un peu gigoter dans leur structure, mais le mouvement n'est pas aussi important que dans la phase liquide et gazeuse. Les maîtres de l'eau avancés ont la capacité de transformer l'eau de liquide à solide, mais on voit toujours difficilement comment. En fait, c'est pas compliqué à comprendre. À une échelle super petite, ils ralentissent les molécules d'eau pour réduire leur mouvement individuel, ou en termes physiques, leur énergie cinétique. À mesure que les molécules d'eau perdent leur mouvement, elles perdent de l'énergie, devenant plus froides. Si le maître de l'eau est capable de ralentir suffisamment les molécules individuelles, elles commenceront à se verrouiller dans cette structure cristalline. L'eau s'est alors transformée en glace. La clé de ce pouvoir est ici l'utilisation de champs électromagnétiques pour ralentir le mouvement individuel des molécules et les verrouiller sur place. Si on y réfléchit, si on veut être des maîtres de l'eau, il nous suffit simplement de maîtriser la capacité de créer des champs magnétiques concentrés à volonté en agitant nos bras. Et de comprendre également que la maîtrise de cet élément dépend aussi de la gravité générée par la Lune, comme dit en début de vidéo. Voilà, ça paraît un peu compliqué, mais on reste dans une fiction, hein. Mais comme je l'ai dit, il y a toujours des sciences qui se cachent derrière Avatar. La maîtrise de l'eau n'est pas facile. Même l'Avatar Roku qui précède Aang a révélé que la maîtrise de l'eau était particulièrement difficile pour lui. La maîtrise de l'eau était un sérieux défi pour moi. Alors bonne chance dans votre parcours initiatique pour devenir un maître de l'eau.